Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview NBA pour la saison 2021-2022. Je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Et je ne sais même pas pourquoi je fais une introduction puisque ça fait plus d'une semaine maintenant que je fais ces previews. Je pense que vous en avez l'habitude, c'est écrit dans le titre. Il y a même les équipes dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je vous embête pas plus, je fais une petite transition et on part tout de suite avec les voiliers. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. Et oui, vous l'avez compris, on ne monte pas dans le bus, là on prend plutôt le bateau direction Los Angeles, le bateau à voile très important, et on va commencer la preview avec les Clippers. Bon, je pense que vous aviez compris, puis c'est dans le titre, et puis bon, allez. Alors la saison 2021 des Clippers, 2020-2021 des Clippers, excusez-moi, j'aime trop raccourcir à l'année du titre. Quelle saison de folie. Alors, un peu décevant sur le plan comptable avec une 4e place, 47 victoires pour 25 défaites. Au début de la saison, je pensais qu'ils allaient finir bien plus haut que ça. Il me semble que je les avais mis peut-être premier ou deuxième moi sur les previews la saison dernière. Donc un peu décevant de ce côté-là. Mais par contre, niveau jeu et niveau playoff, on en parlera juste après. Quelle saison exceptionnelle. Année 1 de Tyronn Lue au coaching, on démarre par là, très très propre. J'aurai l'occasion d'en reparler quand je dirai 2-3 mots sur les playoffs, mais Tyronn Lue a été très propre pour sa première saison aux Clippers. On va commencer à mettre du respect un peu sur son nom en tant que coach, attention. Par où commencer? La meilleure attaque, l'une des meilleures attaques, la 4e meilleure attaque de la saison, donc tout simplement exceptionnel. 8e défense, ça aurait pu être un peu meilleur, mais bon, là c'est du chipotage. Ah ouais, là on rentre dans la crème de la NBA, donc on va pas parler chinois là. Bref, du coup je le disais, la 4e meilleure attaque, grâce évidemment en premier lieu au duo Kawhi Leonard, Paul George, complètement exceptionnel. 25, 5, 6 pour l'un, 23, 5, 6 pour l'autre. Voilà, vraiment le duo magnifique, magistral, que ce soit en attaque comme en défense. Quelques matchs manqués. Voilà, ils ont joué 52 et 54 matchs chacun pour des petites blessures où on les connaît, un peu de load management. On sait que les Clippers aiment bien faire ça. Et puis même, c'est des gars qui ils font attention. On les attendait pas forcément sur la saison régulière. C'était important qu'ils aient l'avantage du terrain. Ils l'ont eu. Comment ne pas continuer cette preview en parlant de notre Batman préféré, Nicolas Batum, le vrai phénix, qui après des années de galère à Charlotte est moqué pour son contrat bien trop élevé avec les saisons qu'il faisait. Il a mérité ce contrat, mais malheureusement, ça s'est pas goupillé comme il fallait. Là, il prend, je sais même pas combien il a pris cette saison, peut-être minimum vet, un truc comme ça. Voilà, et il vient renaître dans cette équipe à la fois en glue guy, comme il sait le faire très très bien. Une saison au shooting exceptionnelle à 3 points pour Nicolas Batum. Et puis que ce soit en sortie de banc ou dans le 5 majeur, méga propre, offensivement, défensivement, à la passe, au tir. L'homme a tout faire, il est parfait dans son rôle et dans cette équipe, c'est passé nickel. À côté de lui, on a souvent vu un certain Marcus Morris qui lui aussi, contrairement à Nicolas Batum, lui il a pris une bonne quicheta cet été, je sais plus s'il est payé 17 millions la saison peut-être, quelque chose comme ça. Donc on était un peu en mode, oh là les Clippers ils font peut-être une erreur, mais très très propre également. Marcus Morris, accrochez-vous bien, il tourne à 47% à 3 points sur la saison. Déjà, quand tu vois les stats de Kawhi et Paul George, t'hallucines, mais le reste de l'effectif, c'est tout simplement exceptionnel. Dans la team Phoenix, Reggie Jackson, qui, je le dis maintenant, après ce run historique en playoff, a laissé couler ses larmes
une fois que c'était fini, la pression, le bonheur d'avoir réussi quelque chose, même si c'est pas un titre NBA, même si c'est pas une finale NBA, on voyait qu'il était hyper touché par un peu cette résurrection cette année. C'était magnifique à voir en conférence de presse. Donc un beau SO à Reggie Jackson qui a fait le boulot aussi cette saison. Et puis après, on va citer Lou Williams qui a démarré la saison là-bas, mais qui est vite parti du côté d'Atlanta. Rajon Rondo est passé aussi. Luke Kennard, pas mal aussi en sortie de banc. Très très propre lui aussi. En pourcentage à 3 points, ça doit être hallucinant collectivement. Team pourcentage. Bah, ils sont premiers en fait, tout simplement. C'est ce que j'étais en train de voir. Ils sont tous à 40% ou presque. Donc à partir de là, bon, à part par exemple Ivica Zubac, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc complètement fou. On a vu un DeMarcus Cousins aussi venir en fin de saison un petit peu gratter quelques minutes par-ci par-là pour essayer de se relancer. Terrence Mann, oh là là, Terrence Mann, j'en parlerai un peu pour les playoffs, pendant les playoffs, mais Terrence Mann exceptionnel, son explosion face au Jazz, son match à 40 points je crois, je me suis pas mis les stats et j'ai plus les chiffres en tête, mais exceptionnel Terrence Mann. Ivica Zubac, j'en ai parlé un peu, qui a fait le boulot, que ce soit en sortie de banc ou dans le 5 majeur, plus dans la saison régulière qu'en playoff. Mais en tout cas, il a été aussi important. Et quand même, on va finir de parler de la saison avec le petit point noir sur Serge Ibaka, qui a eu des blessures au dos, donc qui a été absent pendant très longtemps malheureusement. Et c'est un vrai soldat, un vrai gars d'expérience, qui est capable de shooter, de gober du rebond. Donc c'est vraiment dommage ce qui lui arrive. Là pareil, je crois que le début de saison, il ne sera pas disponible pour les mêmes raisons, des blessures au dos. Donc force à Serge Ibaka et on espère qu'il va bien vite se remettre sur pied et revenir pour le bien des Clippers. Du coup, je vous l'ai dit, une saison régulière très très bonne. Et alors les playoffs, mais je vais en parler tout de suite, bien sûr que je vais en parler. Sortie en finale de conférence, la première finale de conférence de l'histoire des Clippers, je ne sais pas si vous imaginez un peu le délire. Sortie contre Phoenix, donc face à Chris Paul, qui d'ailleurs pour les sortir a fait un match de dingue au Staples Center. Enfin bref, l'histoire, voilà, c'est le destin en fait. on peut pas mieux faire. Donc avant ça, ils nous ont fait très très peur. Deux retours de 0-2, donc ils étaient menés 0-2 face à Dallas. J'ai eu l'occasion d'en parler un peu pendant la preview des Mavs. Mais du coup, ajustement de Tyronn Lue, on passe sur un méga small ball avec du Batum en 5 ou du Markieff Morris en 5, vous mettez qui vous voulez, mais du méga small ball pour embêter les équipes. Donc ça a super bien marché. 7 matchs face à Dallas pour passer, puis arrive Utah, la meilleure équipe de la NBA à la fin de la saison régulière. Pareil, début de série 0-2 pour le Jazz. On se demande ce qui se passe. Et alors, je crois que ça revient à 2-2. Ça signe en 6 matchs. Je me suis pas noté sous les yeux. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, ça finit en 6 matchs. Donc ça revient à 2-2 avec que ce soit Paul George, j'en reparle juste après, ou Kawhi exceptionnel. Un Kawhi qui se blesse au genou, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas si c'est grave. Bon, maintenant, on sait très bien, ACL, fin de saison, je vais en parler juste après pour développer la saison 2021-2022. Mais du coup, on se dit, waouh, c'est chaud, ça va encore capoter en demi-finale de conf. Et alors là, sans compter sur le cœur de champion de Paul George qui nous sort un match 5 exceptionnel avec au scoring pas fou, il a peut-être mis 30 points, 37 points, je crois que c'est 37 points, 17 rebonds, quelque chose comme ça. Le Paul George guerrier complètement fou qui voulait vraiment arracher cette série au Jazz. Donc sur le match 5 et match 6, c'est Terrence Mann qui la sort de sa boîte et s'enflamme et fait un match complètement ahurissant. Ça sort les champions de conférence dans la
Bah non, pas champion de conférence du coup. Ça sort la meilleure équipe de la NBA. Ça arrive en finale de conf face aux Suns. Je l'ai abordé. Des Suns qui étaient en mode rouleau compresseur après s'être chauffé contre les Lakers, après s'être chauffé après avoir sweepé Denver en mode rouleau compresseur. Donc sans Kawhi, ça a été très très difficile. Et puis je l'ai dit, un Chris Paul qui a été super clutch, qui définit au match 6 là-bas. Donc magnifique saison, magnifique playoff de la part des Clippers. Et puis il fallait maintenant faire une magnifique intersaison pour continuer sur cette lancée en 2021-2022. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Clippers? Il n'y a pas eu énormément de mouvements, mais ça a fait quand même le taf. On va démarrer par les joueurs qui sont partis, qui ont quitté la franchise. SO, Patrick Beverley, Rajon Rondo qui a juste traversé la rue pour aller chez les Lakers, DeMarcus Cousins. À l'heure actuelle, je ne sais même pas où a atterri DeMarcus Cousins. Faudrait peut-être que je me renseigne quand même, ce serait un minimum. Patrick Patterson, Yogi Ferrell, bon voilà. Là, dans les noms, à part, évidemment, Patrick Beverley, c'était un peu l'âme de ces Clippers ces dernières années. Mais bon, c'est pas un joueur exceptionnel. Alors c'est bien, il a une grande bouche, il défend pas trop mal, mais il est assez petit, c'est assez compliqué quand même. Donc, ils sont arrivés à la fin d'un cycle de ce côté-là. Rajon Rondo, DeMarcus, ça fait 20 matchs dans la saison, donc pas important. Et puis le reste, c'est vraiment histoire de combler le roster. Donc que des joueurs pas importants qui ont quitté la franchise. Mais par contre, du côté des arrivées et des signatures, on va dire des prolongations, c'est bien plus intéressant puisqu'il y a d'abord monsieur Bip Bip Nicolas Batum, ouais, qui a re-signé pour une saison, 2 saisons, 2 saisons je crois. Ouais, 2 saisons. Idem pour Reggie Jackson, je vous l'ai dit, saison exceptionnelle, magnifique, il le mérite amplement. Et bien sûr, monsieur Kawhi Leonard qui prend le giga max, même avec la jambe dans une attelle ou dans le plâtre, où vous voulez, mais pas sur le terrain pour le moment, ce qui est tout à fait normal. Tu peux pas te permettre de dire bon, Kawhi, entre nous, tu vas prendre 10 millions la saison. Non, t'as pas le choix, tu es obligé de signer Kawhi Leonard. On parle du meilleur two-way player de la planète qui est capable de lockdown ton meilleur joueur et de te détruire offensivement parlant. Donc tu n'as pas le choix. Il faut signer Kawhi Leonard tant qu'il est encore dans ta franchise. Donc ça, c'était pour tout ce qui est prolongation. Kawhi, Batum, Reggie Jackson. Donc que des mecs qui étaient hyper importants cette année. Il fallait les re-signer. C'est fait très très bien. Et autre chose qui est très très bien, les arrivées. J'aime énormément les arrivées côté Clippers. Pas forcément des joueurs de renom ou qui vont tout péter, quoique. On verra bien. Mais en tout cas, on va commencer avec la draft. Keon Johnson qui arrive. Donc, poste 1-2, hyper athlétique, lockdown défensif, un vrai défenseur, un peu un Pat Bev 2.0. Donc ça, c'est nickel. Écoutez, fallait apporter un peu de défense dans l'équipe sur les postes 1-2 parce que Reggie Jackson c'est pas le meilleur défenseur, donc pourquoi pas. Et puis je sais même pas qui on va mettre, après que ce soit Reggie Jackson ou même comment il s'appelle, le shooter, Luke Kennard. Voilà, j'avais Léonard dans la tête, mais Luke Kennard, c'est pas vraiment les meilleurs défenseurs du monde. Donc avec Keon Johnson, on prend un petit Eric Bledsoe qui a besoin de se relancer, c'est ça, c'est ce que j'écoutais dans la preview de Trash Talk. Eh bien, les Clippers, c'est un peu la franchise du renouveau, la franchise du Phoenix. donc Eric Bledsoe qui sera là pour apporter défensivement, athlétiquement. Encore une nouvelle fois, cette équipe, elle est vraiment abusée athlétiquement. Ça, c'est très bien aussi. Et Justice Winslow, donc le projet qui avait fait, qui très bien démarré du côté de Miami, blessé, tradé à Memphis, ou projet mort dans l'œuf puisque blessé aussi, toujours plus de blessures pour Justice Winslow. Donc fin du projet côté Grizzlies. Par contre, aux Clippers, je vous l'ai dit, il doit se relancer et quoi de mieux en fait pour prendre un peu de la place en sortie de banc
Ah, c'est un 96. Hein. Donc, c'est vraiment. 96, ça fait quoi, 25 ans? Donc, c'est encore super jeune. S'il peut se relancer, c'est maintenant. Il faut. Quoi de mieux que chez les Clippers? Donc, en sortie de banc, ce sera nickel. Et puis, Bledsoe, pareil. Keon Johnson. Et aussi à la draft, Jason Preston. Alors, je me suis pas noté. Je sais même pas si c'est un intérieur, un extérieur. Je suis désolé. Mais en tout cas, Jason Preston également qui arrive. Et Brandon Boston Jr. Mais je crois qu'il y en a un des deux qui est blessé, il me semble, dans les rookies qui arrivent. Donc, été assez discret. Bon, il y a quand même la signature de Kawhi. Mais sinon, assez discret. On prolonge les joueurs qui vont bien. On dégage ceux qui ne nous intéressent pas. Et on fait venir des joueurs qui ont besoin de se relancer et qui ont du potentiel, clairement, dans cette équipe. Donc, franchement, l'un des plus beaux étés, même si c'est un été très discret, je le disais, l'une des meilleures intersaisons pour moi du côté des Clippers. Et il faut bien, puisque maintenant on a des ambitions. Après une finale de conférence, il faut, en général, tu veux faire au moins aussi bien, au mieux, finale NBA du coup pour 2022. Donc on va s'attarder tout de suite sur la saison avec la petite projection qui va bien. Donc la plus grosse question, évidemment, quelle date de retour pour Kawhi? Ce sera certainement, je crois, avril, en tout cas avril, mai, fin de saison 2000, fin de la saison quoi, ou même pas de saison du tout. On verra parce qu'en plus on sait ce qui s'est passé avec les Spurs par exemple. Le clan Kawhi Leonard est un peu chelou avec les blessures lui-même. Pour ça par exemple au début on savait pas trop ce qui lui arrivait. Donc questionnement là-dessus. Bon, il a re-signé, il est dans ton roster, c'est nickel, tout va bien. Mais questionnement sur la date de retour, à quel niveau il va revenir. On sait que c'est jamais facile le ligament du genou, donc voir à quel niveau il va revenir, même si j'ai très peu de doutes sur le fait qu'il va revenir en mode Mister Robot, là, Kawhi Leonard, quoi, le cyborg, pour défoncer tout le monde et aller en finale NBA et puis faire step up cette équipe qui va devoir du coup composer sans lui une très grande partie de la saison. Donc ça va être très intéressant de voir les Clippers. C'est pour ça qu'ils sont là pour moi. Soit ils finiront top 6-7, donc dans le play-in, mais à un match, on va dire, des playoffs, ou top 6. Je les vois bien être top 6, puisqu'ils ont quand même un très beau collectif et qui va être emmené par un Paul George tout feu, tout flamme. Honnêtement, on se fout de sa gueule à Paul George. Moi, c'est un joueur que j'adore. Il a fait des katas en playoff, donc il faut le dire. C'est acté, ce sont des faits. Mais dernièrement, il nous a fait rêver. Il a montré qu'il pouvait être un vrai leader. Et j'ai envie de le voir tout péter sur la saison. Vas-y, Tyronn Lue, file-lui, enfin, pas tous les ballons, mais donne les clés du camion à Paul George. Qu'il se fasse plaisir, qu'il joue. Est-ce qu'il jouera 82 matchs? Est-ce qu'il y aura du load management? Parce que après tout, ce qu'on veut, c'est patienter tranquillement, pas cramer les joueurs, parce que ça reste mine de rien les playoffs l'objectif. Mais j'avoue que mon côté, showman, envie de voir du basket, j'ai envie que PJ prenne les clés du camion, PG pardon pour les anglophones, PG prenne les clés du camion et fasse tout péter, qui nous sorte la saison de sa vie. Ça serait top, je serais très content de voir ça. Donc on verra si on est plutôt load management et on assure la place en playoff, ou vas-y on donne tout. Et puis avec le retour de Kawhi, on va encore plus loin sur les playoffs, sur la fin de la saison. Donc on verra. Autour de Paul George, je le disais, un très bel effectif. On va commencer par là. Un petit 5 majeur des familles. Du coup, sans Kawhi, eh bien, on met qui? Alors, sur le backcourt, ce sera certainement Reggie Jackson, Eric Bledsoe. C'est pas mal. On a un côté très athlétique avec Eric Bledsoe, pas trop shooter, mais capable de foncer dans la raquette. Un côté un peu plus shooter avec Reggie, donc ça c'est plutôt propre. Après, c'est pas des gars qui sont vraiment des très bons passeurs tous les deux. Sur ce côté-là, on peut aussi compter sur Paul George, que tu mettras en poste 3, je pense que c'est le mieux. Et puis, franchement, il y a pas mal de joueurs et c'est un peu compliqué de faire un vrai 5 majeur. Ivica Zubac au poste de pivot, en tout cas sur la saison régulière, peut-être pas en playoff, on verra ce que ça donnera. Et
Puis à côté de lui, tu mets soit Marcus Morris, soit Nicolas Batum sur le poste 4. Voilà. Et puis Terrence Mann en sortie de banc, avec du coup soit Nicolas Batum, soit Marcus Morris. Ou alors Terrence Mann sur le poste 2 et tu mets Eric Bledsoe sur le banc. Il y a pas mal de possibilités. J'ai hâte de voir ce que Tyronn Lue va concocter avec tout ce beau monde. Ça va être très très intéressant. Et puis voir si Reggie Jackson il va entre guillemets explose encore plus que ces très très beaux playoffs. Terrence Mann surtout, je pense que la croissance de Terrence Mann peut continuer. Est-ce que c'était juste une enflammade ou est-ce qu'on a là un vrai gars, un vrai shooter capable je sais pas, d'être une deuxième, une troisième option dans une équipe compétitive. Donc à voir. Tout ce beau monde va devoir tenir la baraque en attendant le retour du franchise player, du chef, et puis à voir ce que ça donnera en playoff. Donc c'est pour ça que je les vois plutôt sixième, tranquille sur la saison, même si je veux voir Paul George péter, je vous l'ai déjà dit. Tranquille, on attend les playoffs, et puis c'est là qu'il faudra faire la vraie différence avec une finale de conf ou une finale NBA. Je pense que c'est là l'objectif des Clippers. Et puis voilà, bonne chance, bon courage en attendant le retour de The Claw. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des Clippers. Est-ce que vous avez peur pour eux, pour la saison qui arrive? Est-ce que vous êtes plutôt confiants? Les fans des Clippers, venez me dire ce que vous en pensez. On va passer sur la conférence Est avec Atlanta. Let's go, on parle des Hawks. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just playing fucking stupid. On passe donc d'une équipe qui a fini sa saison 2020-2021 sur un petit nuage malgré une défaite en finale de conférence à une équipe qui a terminé sa saison 2020-2021 sur un petit nuage malgré sa défaite en finale de conférence. Ouais, j'ai dit 2 fois la même chose, mais c'est vrai que finalement les Clippers et les Hawks, ça se répond pas mal. Et j'ai même de voir que, je ne l'ai pas dit juste avant, mais Rajon Rondo et Lou Williams, qui ont tous les deux joué aux Hawks et aux Clippers la saison dernière, ils font partie d'un trade en fait. Rajon Rondo démarre à Atlanta et est envoyé chez les Clippers pour récupérer Lou Williams justement. Bon, je commence par divaguer, on va revenir à la base. Le petit bilan: 5e de la conférence Est, 41 victoires, 31 défaites. Magnifique saison de la part des Piu Piu. Complètement fou. Je sais par où commencer. D'abord, c'est une saison en 2 temps. Parce que c'est vrai qu'en fait, la saison démarre très très mal avec un Lloyd Pierce qui comprend pas ses joueurs. Il y a une vraie cassure entre son roster et lui, le coach. Donc on démarre sur un 14 victoires pour 20 défaites, loin des attentes, et on est un peu paniqué. Comment Trae Young n'est pas All-Star, alors ça on en parlera après, mais Trae Young qui se dirige pas vers le All-Star Game malgré de très bonnes stats, mais justement un collectif trop mauvais. Donc on dit au revoir à Lloyd Pierce, je sais plus à quelle date, mais en tout cas on le remercie. On fait venir Nate McMillan, qui était du coup je crois son assistant, et alors là, boum, explosion de win. Le bilan de Macmillan à la tête des Hawks, c'est 27 victoires, 11 défaites, donc c'est nettement plus glorieux. Et là, c'est parti, on active le rouleau compresseur Hawks. Trae Young, le virtuose à la baguette, qui envoie une saison en 25,9 passes décisives, ce qui est vraiment énorme. 4 rebonds, hyper propre, magnifique, il fait kiffer tout le monde, il enjaille. Un peu moins bon au tir, mais en tout cas une saison parfaite, un step-up de fou. Il a 22 ans, c'est fou. À côté de lui, Kevin Huerter, donc le shooter qui enfile les 3 points, qui est parfaitement complémentaire de Trae Young, qui n'a pas besoin du ballon. Donc ça, c'est nickel. Comment ne pas aussi aborder Clint Capella, bien sûr, le one-two punch Trae Young, Clint Capella, qui fait encore une énorme saison, le Clint presque en 15-15, très très impressionnant, avec 2 blocs de moyenne, donc super super fort. Et puis autour de tout ça, bien sûr John Collins, qui a prouvé ce qu'il valait. Je sais plus, il a été prolongé
Il a été prolongé cet été, ouais, donc on en reparlera juste après, mais non, il devait faire une grosse saison, il l'a fait offensivement, défensivement, il s'est donné également. Je regarde les ratings des Hawks, ils sont pas foufou, 8ème meilleure attaque, donc c'est vraiment très bien, mais en termes de défense, on est 21ème, ce qui n'est pas énorme, mais bon, globalement, saison hyper réussie, autour de Trae Young, je l'ai dit, et puis bien sûr la petite rafale des joueurs, Bogdanovic incroyable, Salomon Hill en sortie de banc, comment dire, le vétéran, voilà, qui n'a pas encore passé les 30 ans, mais on peut quand même parler de vétéran. Tony Snell aussi a fait le boulot, le Lou Williams, j'en reparlerai en playoff. Et puis je vais aborder le cas d'Andre Hunter et Cam Reddish qui ont très très bien démarré, tous les deux en plus titulaires en poste 2-3 du coup, si je me souviens bien, puisque ça faisait genre Trae Young, Cam Reddish, DeAndre Hunter, John Collins, Clint Capella, ce qui claque pas mal défensivement, complètement fou, surtout DeAndre Hunter, vraiment magnifique. Et puis malheureusement pour ces deux jeunes, galère, des blessures. Donc DeAndre Hunter 48 matchs, le genou, et pareil pour Cam Reddish, genou, 46 matchs manqués. Donc voilà, mine de rien, elle a pas été laissée tranquille par les blessures, cette équipe, puisque Chris Dunn, qui devait être un peu le backup de Trae Young, a pratiquement pas joué. DeAndre Hunter et Cam Reddish, je l'ai dit. Bogdanovic a manqué pas mal de matchs. Tony Snell, Gallinari, j'en ai même pas parlé, mais pareil, hein. Gallinari, pardon. Son expérience, son côté offensif capable de vous mettre dans la sauce, vraiment très très bon. Rajon Rondo, ça fonctionne pas. Et aussi Onyeka Okongwu qui a eu une petite saison du coup, puisque il a été pas mal blessé. Après, il a joué beaucoup de matchs, mais que 12 minutes de moyenne. Donc il se développe tranquillement, on va dire, derrière Clint Capella. C'est bon pour la suite, il est encore très jeune, 20 ans, il va se développer tranquillement et potentiellement exploser par la suite, puisque, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un choix 5-6 de draft, monsieur Okongwu. Bon, en tout cas, on va lui laisser encore un peu de temps. Mais donc, je l'ai dit, saison exceptionnelle, à égalité avec les Knicks du coup, mais on finit 5ème à cause du tie-break. Et je vais en parler tout de suite des Knicks, puisque le premier tour a été expédié de la part d'Atlanta. Un 4-1 face aux Knicks. On met la clim au MSG, bien sûr, tout le monde a en tête l'image de Trae Young qui se frotte les épaules parce qu'il fait froid dans ce Madison Square Garden. Donc voilà, un premier tour magnifique, très très bon offensivement. Je l'ai dit, profondeur de fou dans cette équipe. Et du coup, à chaque fois que Macmillan peut faire des changements, ça fonctionne. L'équipe a une harmonie magnifique. Et en défense, ils ont réussi. Bon, c'est pas très compliqué vu que les Knicks, l'attaque tenait seulement sur Julius Randle qui découvrait les playoffs. Donc, ils ont réussi à le lockdown complètement. Magnifique premier tour. Ensuite, on arrive en demi-finale de conférence, qui était déjà super pour finir la saison. Mais on ne s'arrête pas là, puisque on profite du fait que ce soit un peu le bordel côté Sixers pour les finir. Justement, je parlais de Lou Williams qui a fait une belle moitié de saison. C'est là qu'il est important, c'est dans ces moments-là qu'il peut faire la diff, même du haut de ses 34 ans, puisqu'il a mis, je crois que c'est du coup le game 6, le game 7, qui est, où Lou Williams est complètement en feu, il porte l'équipe, il la met sur ses épaules, et ça déboîte tout. Donc magnifique de ce côté-là aussi, même si, tiens, un petit SO à Mathieu, Triple Step, qui avait vu avant que la série démarre et avant qu'on voit ce qui se passait, qui avait vu les Hawks passer, et il me disait non mais l'attaque elle est trop belle, ça tourne trop bien, et puis je sais plus s'il y a une petite blessure aussi, mine de rien, côté Sixers au premier tour, donc Joel Embiid n'est pas forcément à fond, et puis bon, on reconnaît tous cette action, j'en parlerai un peu plus tard des Sixers, cette action où ils auraient pu tuer le match, que ce soit le dunk, les lancers francs ratés, je parle pour les Sixers maintenant, mais bref, on reviendra de tout ça, sur tout ça dans la preview consacrée aux Sixers. Et du coup, les Hawks passent en finale de conférence face aux Bucks, qui pareil, eux, j'en reparlerai aussi de leur parcours. Donc on se dit, bon là,
là c'est trop, ça va sortir. Et bon, ça sort en 6 matchs, mais ils ont quand même, ils ont pas été, complètement à côté de la plaque, les Faucons. Ils ont montré qu'ils avaient envie, ils ont poussé en quelque sorte Milwaukee dans leur retranchement. Et puis voilà, on finit ces playoffs et la saison en finale de conférence, ce qui était complètement inespéré en octobre et même novembre, puisque la saison 2020-21 a démarré en décembre. Donc que dire de plus si ce n'est félicitations aux Hawks, félicitations Trae Young et toute la clique, et même Nate McMillan qui ont fait engendrer de l'expérience comme jamais, et qui ont step up énormément grâce à ce run magnifique en playoff. Maintenant la question c'était, il va falloir recommencer en 2022, et quel été on fait pour réussir cet exploit? Eh bien je vous en parle tout de suite de l'intersaison, très très intéressante. Déjà, je parle de la draft juste après, mais on va parler des gens qui ont prolongé. On sort le chéquier et on met la maxi Kishta à tout le monde. Allez, on régale, on envoie du contrat. Trae Young, Joel Collins, Clint Capella, Lou Williams, Solomon Hill, Nate McMillan, ma grand-mère et aussi mon poisson rouge. Tout le monde a été prolongé dans cette équipe, c'est parfait. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça gagne pas forcément, mais je vous l'ai dit, aller en finale de conf, c'était inespéré. Donc on continue sur cette lancée, on garde le groupe, il est hyper solide, hyper talentueux, hyper complémentaire, ça match parfaitement bien. On vire quand même Chris Dunn et Bruno Fernando. Le premier n'a pas du tout joué, donc c'est pas grave. Bruno Fernando, je me souviens même plus ce qu'il a fait la saison dernière chez les Hawks. Donc un peu comme les Clippers juste avant, c'est des pertes vraiment comme si de rien n'était, des pertes invisibles. Et puis côté arrivée, on va démarrer avec la draft. Choix numéro 20, Jalen Johnson, ailier hyper athlétique, hyper polyvalent, qui a joué quelques matchs à Duke, mais attention, le mental en dehors des terrains, il a l'air un peu chelou. Je ne sais pas si le basket est sa priorité. Si le staff d'Atlanta arrive à le cadrer, ça peut être un joueur incroyable. Je vous l'ai dit, un ailier de dingue. Et puis en choix numéro 38, le petit Sharif Cooper, meneur, Trae Young 2.0, exceptionnel, qui faisait des stats en NCAA. Je crois qu'il n'a pas joué énormément de matchs lui aussi en NCAA, donc pour cause de blessure. Jalen Johnson, c'était plus en mode bon, ça me saoule, je vais aller me préparer moi-même pour la draft. On se revoit en juillet. Sharif Cooper, c'était des blessures, mais il tournait, je sais plus, 20 points et 12 passes de moyenne, enfin des stats vraiment hallucinantes. Donc très très bel ajout à la draft, via la draft pour Atlanta. Ils auront certainement pas énormément de temps de jeu, j'en reparlerai juste après, mais en tout cas, tu sais que tu as des jeunes à potentiel à développer, c'est nickel pour l'avenir. Et puis aussi, en petite arrivée, on a Dylan Wright qui arrive, qui lui était du côté des Kings, et donc c'est parfait. Un peu le Chris Dunn, c'est un peu kiff-kiff, Chris Dunn, Dylan Wright, sauf que il n'est pas blessé, et puis pour le coup, gros défenseur, capable de tenir le ballon. C'est un parfait ajout en sortie de banc pour supporter Trae Young, c'est nickel. Et Gore Gideon aussi, qui lui était du côté des Timberwolves, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, cet été, un peu comme les Clippers. Ah, j'ai pas dit Tony Snell aussi, qui est parti du côté de Portland. Du coup, je sais plus si c'est un trade ou juste une signature en tant que free agent. Mais en tout cas, voilà. Et je me suis noté quand même, si vous voulez, les détails pour les contrats des gens qui ont re-signé. Trae Young 5 ans 172 millions, John Collins 4 ans 125 millions et 45 millions pour 2 ans côté Capella. Donc voilà, c'est parfait, on fait tenir le projet sur le long terme. C'est exactement ce que voulait, je suppose, le staff. Donc cet été, super propre, comme les Clippers, je le disais, avec des grosses prolongations, mais sinon, côté changement, on n'en a pas énormément parce qu'en fait, on a fait une très belle saison, on a fait une très belle campagne de playoff, donc on veut de la continuité, et puis on verra, on ajustera à la trade deadline s'il faut,
Je ne l'ai pas dit pour les Clippers, mais ça peut aussi se faire du côté de Los Angeles. Tu vois comment se déroule ta première partie de saison, tu vois les petits ajustements qu'il faut faire, et puis tu n'hésites pas à trader. On sait que ça peut énormément améliorer une équipe, les changements à la trade deadline. Donc, je parlais de trade deadline, mais pour ça, il faut démarrer la saison 2022, et je vais en parler tout de suite. Déjà, ça va être dur de refaire la saison de 2021. Forcément, en étant finaliste de conférence, maintenant les Hawks vont être hyper attendus dans chaque salle. À chaque fois qu'ils joueront quelque part, on va les attendre les couteaux entre les dents en mode ok les jeunes et les vieux, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de joueurs vétérans dans cette franchise. On vous attend, on va vous découper et vous ne réaliserez pas la même chose que l'année dernière. Donc les adversaires sont prêts, mais eux aussi, côté Hawks, ils sont prêts, ils ont envie d'aller plus loin, envie de montrer encore plus avec ce fou de Ice Trey en franchise player. Ça peut vite cliquer, ça peut vite donner quelque chose. Donc c'est pour ça que je les mets un tout petit peu moins haut que la saison passée, 6ème. Je pense pas que, contrairement aux Knicks, où les Knicks, je les vois entre, on va dire, 6-7, je pense que les Hawks, c'est 6 le plancher, et qu'après, ça peut aller en 3ème position, en 2ème. Franchement, cette équipe, elle peut vraiment cliquer très fort et détruire tout le monde sur son passage. Donc, à voir, je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Je vous l'ai dit, le projet, la team elle n'a pas changé, mais on reste sur un projet sur long terme avec toutes les prolongations. Et les jeunes, j'en parlais, franchement, John Collins, il est encore jeune, Trae Young bien sûr, Kevin Huerter, Cam Reddish, DeAndre Hunter, Jalen Johnson qui est arrivé, Onyeka Okongwu, Sharif Cooper, enfin c'est vraiment, là j'ai 5 joueurs je crois, 5 ou 6 ou 8 joueurs qui sont très très jeunes et avec un beau potentiel. Autour de ça, tu mets du Bogdanovic, du Gallinari, Salomon Hill qui encadre tout ce petit monde. Donc, même s'ils sont attendus en 2021, tu peux te permettre de continuer ton développement, de voir ce que ça donne et vraiment jouer le titre, entre guillemets, au cours de la saison 2021-2022. Donc, non, du coup, 2022-2023, je me perds dans les dates, dans les années, moi. En tout cas, tu as la pression avec ce que tu as fait lors des derniers playoffs, mais tu peux quand même te dire, ça va, on a le temps. Comme on en parlait avec c'est pas sorti. On en parlait avec Aurélien côté Celtics. T'as le temps. T'es attendu. T'as envie de faire de belles choses, mais tu as le temps. Et puis, dernier point, avant de passer à mon petit 5 majeur, le duo Cam Reddish DeAndre Hunter, il peut faire très mal cette année. Alors là, j'ai pas sur mes notes, mais je crois qu'il y en a un qui est blessé, il me semble. Est-ce que DeAndre Hunter, il est chaud bouillant? Non, a priori, il y en a aucun des deux. Tous les deux sont revenus à 100%. Donc, ils peuvent, eux, faire une grosse différence. Ils sont parmi les jeunes, ceux qui ont le plus d'expérience et qui peuvent vraiment faire step up encore cette équipe, que ce soit en sortie de banc, côté Cam Reddish, je pense, ou dans le 5 majeur DeAndre Hunter, en apportant son énorme côté défensif. Et comme les Celtics, cette équipe a un potentiel très très bon pour défendre, malgré un Trae Young qui n'est clairement pas son fort à la défense. Il peut défendre intelligemment et se cacher un petit peu quand tu as des Clint Capella dans la raquette, des DeAndre Hunter sur les ailes. John Collins aussi a montré de très belles envies. Franchement, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et puis la profondeur, je le disais, magnifique. Donc pour vous donner mon petit 5 majeur, il est facile chez les Hawks. Trae Young à la main, tu mets soit Bogdanovic en poste 2, soit Cam Reddish, même Kevin Huerter, même s'il est bien sorti de banc. Donc plutôt Bogdanovic, je pense. Et puis sur le poste 3, DeAndre Hunter. Dans la raquette, le duo John Collins, Clint Capella. Ce 5 majeur, il déchire. Je l'ai dit, profondeur de banc de ouf. Donc, à voir ce que ça donnera cette saison. Ils sont très attendus et ils peuvent vraiment répondre à ces attentes. Donc c'est pour ça. Je les mets 6ème parce qu'on a des très belles équipes devant. Mais ça peut, comme je l'ai dit, gratter le top 3, gratter le top 4 sans aucun problème du côté des Hawks.
Dites-moi ce que vous en pensez, si je les mets vraiment trop bas ou si au contraire vous êtes plutôt d'accord avec moi. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez des Hawks pour la saison qui arrive. Moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur Twitter pour discuter, pour parler NBA, me dire ce que vous attendez de la prochaine saison, me donner vos trophées aussi, qui sera MVP, qui sera défenseur de l'année, MIP. Je vais pas tous les faire, mais je vois que les gens commencent à poster de ci, de là sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour 2 nouvelles équipes. Salut, salut!